Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. En 2024, Interpol a renouvelé une grande campagne Identifiez-moi en publiant les notices noires de 25 femmes retrouvées mortes, probablement assassinées, et toujours non identifiées à ce jour en Europe. Je vais vous parler des 7 corps découverts sur le territoire français, de Paris à Nice, de Strasbourg à Nantes. Elles ont été tuées entre 1982 et 2021. Dans chaque affaire, des éléments permettent de les identifier, il suffit que quelqu'un les reconnaisse. L'une d'entre elles a de la monnaie étrangère dans la poche, une autre est couverte de tatouages de papillons, une troisième porte un bracelet sur lequel il est inscrit Thierry. Et encore une autre a été découverte dans une impasse impossible à trouver si on ne la connaît pas déjà. Ces preuves racontent une partie de leur histoire. Si elles n'ont pas été identifiées, c'est bien qu'elles sont encore portées disparues quelque part. Dans une famille, peut-être qu'on se souvient de la tante qui a abandonné son mari et ses enfants du jour au lendemain. Dans une autre, on parle sans doute à chaque Noël d'une cousine qui a fugué. Leur rendre leur identité, c'est aussi relancer la machine judiciaire. Évidemment, âme sensible s'abstenir, mais vous me connaissez, je ne vais pas en faire des caisses, juste dire les faits. Le 23 juin 2021, près de 2 mois après la fin du dernier confinement, un employé de la mairie de la commune de Saint-Denis, à Paris, contacte la police. Il vient de trouver un fémur, un long fémur, qui ressemble à un fémur humain, dans un sac poubelle, à côté de containers. L'endroit est glauque, vraiment glauque. On est impasse Trézelle, entre les voies de chemin de fer et l'autoroute A1, sur un terrain vague qui fait 40 mètres de long sur 15 mètres de large. Au bout de l'impasse, on tombe sur une entreprise de travaux en hauteur avec des alpinistes à qui on fait appel sur différents chantiers. Face au terrain vague, il y a l'arrière d'un bâtiment sans fenêtre, mais il y a aussi des immeubles de 3 étages avec des appartements. Pour leurs occupants, la vue sur le terrain vague est ainsi complètement dégagée, sur quelques abris en tôle, des empilements de briques, des bacs à poubelles et quelques arbustes qui font peine à voir. Cet endroit était loué à une entreprise par la mairie. Je comprends pas bien ce qu'en faisait l'entreprise puisque ça servait de squat depuis des années. Dans un article du Parisien, une voisine raconte: il y a eu tellement de monde qui est passé par là, on les voyait escalader la barrière, il me faisait mal au cœur. Des migrants, des SDF, un couple aussi, apparemment. Suite à la découverte du fémur, les policiers ont bouclé la rue plusieurs jours. Et c'est ainsi qu'on leur a ramené un crâne humain. Ah oui, parce qu'en fait, les salariés de l'entreprise qui louaient le terrain vague avaient déjà vu les ossements. Et l'un des gars avait eu la bonne idée de récupérer le crâne chez lui. Alors, de un, c'est super glauque, et de deux, pourquoi? Bref, les experts parviennent à faire une reconstitution en 3D du visage de la victime et les analyses des ossements et de l'ADN retrouvés permettent d'en savoir un peu plus sur elle. Et c'est triste. Il s'agit donc d'une femme décédée entre 2015 et 2020. Elle serait née entre 1992 et 2003, donc elle avait entre 18 et 29 ans environ, la vingtaine quoi. Elle mesurait entre 1,62 m et 1,72 m, était noire, avec des cheveux noirs et des yeux marrons. Interpol précise, je cite, les données obtenues grâce au phénotypage génétique indiquent une ascendance africaine ou similaire. Malheureusement, on n'a retrouvé aucun tissu, ni bijoux, rien. Des entailles au niveau du col du fémur suggèrent une mort violente. Enfin, en tout cas, ça correspond aux traces que laisse une lame de couteau. Ce n'est pas écrit, mais difficile d'exclure une découpe post-mortem, vu que l'os a été retrouvé dans un sac poubelle. Ses dents étaient en mauvais état, cariées. Elle n'aurait jamais reçu de soins dentaires. Elle devait être en grande précarité. Et c'est tout. On ne sait pas si elle a été tuée sur place ou déposée là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il faut connaître ces lieux pour avoir l'idée d'y déposer un corps. C'est une impasse, personne n'y va jamais, sauf les squatteurs, les quelques habitants et les salariés de l'entreprise au bout de la ruelle. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'entreprise de travaux en hauteur qui louait le terrain à l'époque, j'ai pas trouvé l'info. En tout cas, je vois mal un tueur trouver l'endroit au hasard.
De l'autre côté du terrain vague, il y a un site SNCF. Sur un panneau à l'entrée, il est inscrit cours SNCF fret et sur un autre, bain douche au fond de l'impasse, ouvert du mardi au dimanche, 8h midi. Cette jeune femme a peut-être fréquenté des foyers et des squats. Elle pourrait être française ou migrante, ce qui expliquerait l'état de ses dents, même si j'ai conscience qu'on vit dans un pays dans lequel se payer des couronnes est juste impossible pour beaucoup. J'aimerais vous en dire plus, mais c'est tout ce qu'on a sur l'inconnu de Saint-Denis. Changeons radicalement de décor. Quittons la ville pour la montagne. À 70 km à l'ouest de Strasbourg s'élève le massif de Donon, l'un des plus hauts des Vosges. C'est censé être un endroit tranquille pour ceux qui aiment le calme, mais vous allez voir que pas du tout. En octobre 2004, 4 bûcherons coupent des sapins près de la source de la Sarre Rouge, une petite rivière qui descend vers le nord-ouest, quand ils aperçoivent, flottant au milieu, un sac clair, ceux plastifiés qui emballent les matelas. Vous voyez le genre. Ce sac contient visiblement quelque chose d'assez grand, en forme de tonneau. L'un des hommes s'apprête à l'ouvrir quand il est assailli par une odeur insupportable. Hors de question de continuer. Le conducteur du grunier, c'est le nom du camion qui transporte le bois, va alors chercher le sac avec sa pince et le redescend sur la petite départementale 44 qui serpente dans la montagne. Quand il le dépose dans le fossé, à destination des gars du département, les bûcherons sont déjà retournés au travail. Les mois passent. Le 7 janvier 2005, le maire du village d'Abreuchwiller gare sa voiture sur le bas-côté. Il a l'habitude de ramasser les déchets abandonnés dans la montagne, mais là, le sac est définitivement trop gros. En plus, une matière jaunâtre s'en échappe, et avec elle une odeur reconnaissable, une charogne, pense-t-il. Alors il appelle les gendarmes pour leur faire part de sa découverte. Il faut faire quelque chose, évacuer ce truc. Le lendemain, les militaires rappellent le maire. Ils sont sur les lieux, et c'est un cadavre. Le sac clair recouvre en fait plusieurs sacs poubelles noirs, ficelés avec des cordelettes, qui contiennent un tonneau. Enfin, un tonneau, un récupérateur d'eau de pluie en plastique kaki de marque Arcostar. Et dans ce récupérateur d'eau, le corps, celui d'une femme. Le tout a probablement été abandonné près de la Sarre Rouge et charrié par la rivière lors d'une crue, entre la source et l'endroit où il a été découvert par les bûcherons à l'automne, soit une distance d'un peu plus de 5 km à vol d'oiseau. Le procureur de Metz ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire. La victime serait née entre 1957 et 1969, donc elle avait environ 40 ans. Elle mesurait 1,60 m, elle avait la peau claire, les cheveux châtains foncés, ondulés et coupés courts. Son corps a été mutilé. Elle portait un débardeur rose de marque Babanuki BNK et un soutien-gorge rouge Echter Studio. Pas de tatouage, ni de tache de naissance, aucune cicatrice, zéro bijou. Mais quand même, on a déjà 3 objets de marque, le t-shirt, le soutien-gorge et le récupérateur d'eau de pluie. Babanuki n'a plus l'air d'exister aujourd'hui, mais on retrouve des vêtements de cette marque à vendre sur Vinted, Rakuten ou eBay. Ça n'a pas l'air d'être de la bonne qualité, ça me fait penser aux chaînes Tati, je sais pas si vous avez connu ces magasins, bref, c'est cheap, comme on dit. Echter Studio semble être une filiale bon marché du couturier Daniel Echter. J'aurais aimé savoir dans quel genre de magasin on vend ces 2 marques. J'ai vécu quelques mois à Strasbourg, mais ça ne me dit rien du tout. Amis de l'Est, n'hésitez pas à nous éclairer dans les commentaires si vous connaissez. Savoir où s'habillait cette femme serait intéressant, mais pas autant, je trouve, que de connaître les magasins qui vendent des récupérateurs d'eau de pluie Arcostar. Parce que c'est le tueur qui l'a mis dedans. Donc c'était potentiellement son tonneau. Peut-être qu'il l'a acheté exprès, ou peut-être l'avait-il déjà dans son jardin. Le problème, c'est que même s'ils sont fabriqués en Angleterre, ils sont disponibles absolument partout, d'Amazon à Monsieur Bricolage, en passant par des sites internet belges. Ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça. La question, c'est est-ce que c'était déjà comme ça en 2004? Parce qu'on achetait peu sur internet à l'époque. Les enquêteurs ont-ils retrouvé un numéro de série? Si oui, ça ne leur a visiblement pas permis de retrouver l'acheteur. Il y a cependant un autre élément qui permettrait d'identifier cette femme.
Une couronne dentaire. Une couronne dentaire Richemont, de qualité, donc coûteuse, et posée récemment. Interpol précise qu'elle aurait pu être posée en Allemagne. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont des infos qu'ils ne communiquent pas, parce qu'elles étaient aussi posées régulièrement en France à l'époque. Est-ce que ça a un lien avec la nationalité d'un de leurs suspects? Car fin janvier 2005, les gendarmes entendent un homme qui squatte une maison forestière à proximité de la Sarre rouge. Et cet amateur d'armes blanches, c'est un drôle de terme, je trouve, les gens qui aiment et collectionnent les couteaux. Pour être honnête, je trouve ça très flippant. Et donc, ce soi-disant amateur d'armes blanches est allemand. Il circule à vélo et trimballe une remorque. Forcément, ça interpelle, puisqu'on l'imagine très bien mettre le tonneau dans cette remorque et aller le balancer dans la nature à proximité de la source de la Sarre rouge. Mais l'homme est finalement relâché. Le problème, c'est que ce n'est pas le premier corps non identifié à avoir été retrouvé dans le massif du Donon. C'est le, tenez-vous bien, quatrième. Et on n'est pas sur une période de 30 ans, non, là c'est 4 corps retrouvés entre 2000 et 2004. 4 corps en 4 ans. À ce stade, non seulement on n'a pas envie d'aller vivre là-bas, mais on hésite même à aller visiter. Surtout qu'aucun n'a été identifié. En 2003, un randonneur découvre un crâne près d'un sentier en lisière de forêt sur les hauteurs d'Abrochwiller, le village du maire dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai trouvé très peu d'informations dessus, si ce n'est qu'il s'agirait du crâne d'un homme. Et en juillet 2004, un corps en état de décomposition avancée a été retrouvé au pied des falaises Falkenfeld, connues pour attirer les adeptes d'escalade. Ma première pensée a été de me dire qu'il a dû tomber en tentant de grimper une paroi, mais en fait ça ne colle pas. Il a été retrouvé certes au pied des falaises, mais à l'intersection entre 2 sentiers fréquentés surtout l'été. Il ne lui restait que son caleçon et ses chaussettes et il était recouvert de pierres. Et puis, son corps était aussi en état de décomposition avancée. Je sais que ça va bien plus vite quand il fait chaud, ça peut prendre quelques jours seulement. Mais bon, quand même, ça donne l'impression qu'il a été déposé là. En tout cas, quelqu'un l'a recouvert de pierres et débarrassé de ses vêtements. Il avait entre 20 et 60 ans. C'est une large fourchette et c'est tout ce qu'on sait sur lui. Mais l'affaire de celle qu'on appelle la femme à la couronne Richemont ou la femme au tonneau ressemble plus à celle qui a choqué les habitants 4 ans plus tôt au tournant du nouveau millénaire. Car en février 2000, on a retrouvé dans l'étang du Coucou, de l'autre côté de la montagne, une valise contenant le tronc d'une jeune femme poignardée des dizaines de fois. Un mois plus tard, à 40 km de là, dans un champ près de Strasbourg, un agriculteur découvre le crâne de cette pauvre victime, mais aussi d'autres ossements, des cheveux, des vêtements, une paire de lunettes et une pièce de monnaie tchèque. L'ensemble des éléments permettent d'établir un profil tout de même assez détaillé. Elle était mère, elle avait accouché au moins une fois, elle pesait entre 65 et 71 kilos, elle avait entre 18 et 30 ans. Les scientifiques d'un laboratoire de gendarmerie en région parisienne parviennent même à reconstituer son visage. Ils pensent qu'elle était travailleuse du sexe, peut-être une fille de l'Est, comme on les appelle, au vu de la pièce tchèque. À cette époque, des centaines se prostituent dans les rues de Strasbourg. Un vrai trafic d'êtres humains qui perdure encore aujourd'hui. Du coup, les gendarmes diffusent différents portraits d'elle, de ce à quoi elle aurait pu ressembler. Des affiches sont placardées dans les rues de la ville, les associations locales sont contactées, mais rien. Il semble que personne n'ait connu cette femme, ou que la peur empêche de parler, car le mode opératoire ressemble fort à une tentative d'intimidation de la part des proxénètes, une mort pour l'exemple, comme ils l'appellent. Et le meurtre de la femme au tonneau ressemble à ça aussi. Les enquêteurs ont bien quelques suspects en tête, des proxénètes de Strasbourg, mais pas assez d'éléments, apparemment, pour engager des poursuites. Les ont-ils au moins entendus? Je ne sais pas. S'il paraît peu probable qu'on puisse un jour retrouver leur meurtrier, identifier ces 2 femmes serait déjà un grand pas en avant. Ça permettrait d'honorer leur mémoire et de donner des réponses à leurs proches, peut-être à leurs enfants qui guettent encore leur retour. Alors, pendant que j'enregistre, j'ai mon chat qui est venu et il est sur mes genoux et il ronronne très très fort. Je suis juste en train de prier pour que ça s'entende pas. Mais en même temps, j'ai pas le cœur à le bouger. Voilà, il est trop bien, donc on va continuer comme ça.
Je pense que comme moi, vous comprenez pourquoi dans ces affaires-là, retrouver l'identité des victimes et celle de leur meurtrier est compliqué. J'espère que toutes les preuves ont été conservées pour pouvoir refaire des analyses ADN. On ne le fait pas encore en France, du moins à ma connaissance, mais la généalogie génétique a permis de résoudre de nombreux meurtres aux États-Unis notamment. Il s'agit de croiser les résultats des tests ADN que les citoyens font pour connaître leurs origines avec les données généalogiques qu'on retrouve dans les archives pour identifier l'ADN, soit d'un suspect inconnu dans les fichiers, soit l'ADN d'une victime non identifiée. Qui sait, rien n'est impossible. Peut-être qu'un jour, elles retrouveront leur prénom, leur nom, leur histoire. Mais on comprend pourquoi c'est difficile. Par contre, dans l'affaire dont je vais vous parler maintenant, ça me paraît ahurissant qu'on n'ait pas réussi à identifier la victime vu toutes les informations qu'on a sur elle. Vous allez voir, c'est dingue. Le 3 juillet 2001, un commercial roule sur la départementale D981 entre Pouilly-en-Auxois et Arnay-le-Duc, au sud-ouest de Dijon, quand il avise une petite route sur la droite qui semble mener vers un bois. L'endroit idéal pour se soulager. Il ouvre sa portière, descend, la claque et s'approche d'un chemin en terre qui traverse le bois. Une odeur pestilentielle lui envahit les narines, la bouche, tout. Il avise des mouches, suit leur bourdonnement et tombe sur des rideaux épais imprimés bleus avec des motifs rouges. Enfin, des rideaux, oui, ce sont des rideaux, mais on en a fait un genre de sac. Et à l'intérieur, le corps d'une femme. Elle est morte depuis quelques semaines, peut-être un mois. Un rivin a aperçu le sac de loin le 15 juin. Elle a été étranglée. Elle avait entre 32 et 40 ans, la peau claire, de type européenne ou maghrébine, les cheveux mi-longs, noirs, ni frisés, ni crépus. Elle mesurait entre 1,55 m et 1,60 m. Petite parenthèse pour vous prévenir, comme d'habitude, que vous pouvez avancer la prochaine minute ou au moins arrêter de manger parce que ce qui vient est assez perturbant. Car comble de l'horreur, elle était enceinte, en fin de grossesse même. Donc le fœtus est sorti. Il n'est pas dit s'il s'agit d'une exposition du fœtus lors de la décomposition ou s'il s'agit de ce que les médecins appellent une expulsion fœtale post-mortem. Ça peut paraître gore et inutile à savoir, mais en fait, les cas d'expulsion fœtale post-mortem, donc par voie basse, se produisent rarement, mais surtout quand la femme a déjà accouché une, voire plusieurs fois et que le col de l'utérus est plus distendu que chez une nullipare. C'est pas une insulte, hein, c'est le nom donné aux femmes qui n'ont pas encore accouché. Donc, ça peut être intéressant quand on recherche l'identité d'une victime. Mais des infos, on en a plein d'autres. Elle a 5 dents soignées, donc elle a probablement consulté récemment. Pas de couronne ni de pivot, ceci dit, juste des plombages. Les gendarmes envoient la radio de son schéma dentaire aux 910 dentistes de la région, sans succès. Déterminés, ils ne s'en tiennent pas à cet échec et le diffusent via l'ordre des dentistes de chaque département, mais là encore, rien. Et puis, il y a le rideau. Les enquêteurs font analyser la fibre par l'Institut du textile de France et il s'avère que c'est en fait de confection assez banale, donc malheureusement très commercialisée. On a le même problème qu'avec le récupérateur d'eau de pluie de l'affaire précédente. Les gendarmes n'arrivent pas à remonter jusqu'au vendeur, donc impossible de retrouver l'acheteur. La victime était habillée, une culotte blanche à petites fleurs, un soutien-gorge à rayures, un short d'homme gris avec un lien en cordelette de taille L et de marque Axamino, et une chemisette pour homme Giorgio Fellini, rayée noir et crème, taille L également. Les vêtements sont vieux, les enquêteurs pensent aux associations comme le Secours populaire ou la Croix-Rouge, mais impossible de retracer l'origine des dons. Et puis bon, ils paraissent vieux, mais en même temps, il y a un corps de femme et de fœtus qui se sont décomposés dedans. Donc, bon, bref. Elle portait aussi des bijoux. Et signe distinctif, car sauf erreur de ma part, à l'époque c'était plutôt rare, elle avait les oreilles percées de plusieurs trous. On l'a donc retrouvée avec pas moins de 6 petites créoles en or, 4 à l'oreille droite et 2 à l'oreille gauche. À son cou pendaient 2 chaînes en or, une avec un pendentif en forme de couronne de feuilles sertie de 3 grenats au centre, et l'autre avec un pendentif en forme de goutte, là aussi en grenat.
Difficile d'admettre qu'avec des bijoux aussi singuliers, on ne puisse donner un nom à cette victime. Difficile aussi de comprendre pourquoi le tueur n'a pas retiré ses bijoux. Était-il persuadé que ça ne permettrait pas de l'identifier? Viennent-ils d'un autre pays? Ou n'y a-t-il simplement pas pensé dans la panique? Dernier indice, ses cheveux étaient maintenus par une pince en plastique noir en forme de dauphin. Les photos de tous ces objets, le sac en rideau, les vêtements, les boucles d'oreilles, les colliers et la pince, sont à disposition du public sur le site d'Interpol. Je vous mets le lien de la page en commentaire. Pourquoi personne n'a signalé la disparition de cette femme enceinte jusqu'au cou, entre 7 et 9 mois au moment de sa mort? Les gendarmes ont bien sûr suivi cette piste, épluchant toutes les déclarations de grossesse aux caisses d'allocation familiale de Bourgogne, soit près de 2000 dossiers, et suivant après les naissances. Ils ont aussi contacté les gynécologues et les obstétriciens du coin, ainsi que la CPAM et une vingtaine de maternités et d'hôpitaux. Qui était-elle? Une Française vivant en reclus? Une ancienne enfant de la DAS, comme on l'appelait à l'époque? A-t-elle vécu en marge de la société malgré ses dents soignées? Ou bien était-elle une étrangère de passage? Dans tous les cas, il me paraît raisonnable de l'imaginer victime de violences par son conjoint, probablement le père du bébé, qui a fini par l'étrangler. Aujourd'hui encore, la commune du petit village de Nimeur, 360 habitants, entretient dans son cimetière la tombe de cette femme inconnue et de son enfant. Comme épitaphe, une date, un lieu, le 3 juillet 2001, bois de la Buissonnière. Maintenant, imaginez, nous sommes le 5 mars 2008 et vous êtes enquêteur dans l'agglomération niçoise. Vous recevez un appel. Un agent de Veolia qui cherchait un compteur d'eau vient de retrouver un corps en contrebas d'une route escarpée, la route de la Grande Corniche, au niveau de Villefranche-sur-Mer. Imaginez qu'en arrivant sur les lieux, vous constatez la présence d'un corps en mauvais état dans les buissons, nu, une femme visiblement d'un certain âge. Elle porte des bijoux que vous ne pouvez évidemment pas enlever avant l'autopsie qui sera réalisée dans la journée par le médecin légiste. Quand le praticien finit par vous donner les détails sur la victime, vous écoutez bien sûr, mais vous faites une petite fixette sur l'élément qui devrait vous permettre de résoudre l'affaire rapidement, l'alliance en or qu'elle porte à l'annulaire gauche et sur laquelle il est gravé Jean et Nelly, 25 06 1960. Sauf que, vous le savez déjà, si j'en parle, c'est que l'affaire n'a jamais été résolue et pire, la victime n'a jamais été identifiée. Alors reprenons les constats du médecin légiste. La femme avait entre 60 et 75 ans environ. Elle serait donc née entre 1933 et 1948. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau claire, les cheveux gris presque blancs et une forte corpulence. Elle portait des bas de contention noirs. Sa mort fut violente, elle a des traces de contusion et son visage semble avoir été gravement touché puisque les scientifiques n'arriveront pas à en faire une reconstruction faciale alors qu'elle est morte 4 à 6 jours seulement avant la découverte de son corps. Honnêtement, au début, j'ai pensé à un accident de la route. Une personne âgée désorientée, la nuit, une route étroite, ça arrive et c'est même assez fréquent. Mais elle était nue, enfin presque, puisqu'elle portait ses bas de contention qui, étonnamment, semblaient neufs. Comme si elle venait de les mettre et n'avait pas marché avec. Comme si on l'avait jetée d'une voiture même. Et c'est effectivement le scénario le plus probable. Fin février ou début mars, un automobiliste s'arrête et jette le corps de la pauvre femme en contrebas de la petite route avant de s'évanouir dans la nuit. Ça colle pas mal avec la scène de crime. Mais ça ne donne ni l'identité de la femme, ni celle de son tueur. Et pourtant, il y a cette alliance, ainsi que 2 autres bagues en or, une ornée d'une pierre bleue, l'autre sertie d'une pierre rouge, datant des années 40, 50 ou 60 et fabriquée en Italie ou en Turquie. Imaginez si en plus, on avait un objet comme une prothèse de hanche avec un numéro de série. Ce serait parfait, non? Eh bien, c'est le cas. Elle a subi une arthroplastie à gauche et la prothèse de hanche de marque Landegger porte le numéro L96 211C. Apparemment, l'objet aurait fait partie d'un lot de prothèses expédiées en Belgique, Suisse, Allemagne, Pays-Bas et Italie.
Alors, vivait-elle à proximité et à ce point isolée que personne n'a signalé sa disparition? Évidemment, les enquêteurs ont fait les maisons de retraite, les EHPAD, les hôpitaux, mais rien. Et si une bague et la prothèse ont un lien avec l'Italie, est-ce qu'elle ne serait pas italienne? Mais dans ce cas, pourquoi Jean et Nelly? Est-ce qu'elle s'appelait Nelly? Un prénom bien français? Bon, elle aurait pu, hein, tout en étant d'origine italienne. Et où est son mari, Jean? Est-ce que c'est lui qui l'a tué? Comment ça se fait qu'avec autant de détails, nous n'arrivions pas à mettre un nom sur ce corps? Il ne doit pas y avoir des milliers de couples appelés Jean et Nelly à s'être mariés le 25 juin 1960. Que disent les archives? A-t-elle vécu pendant plus de 60 ans pour que finalement sa mort passe inaperçue? Quelle tristesse! Je suis persuadée que parmi ces affaires, c'est elle qui a le plus de chances d'aboutir. Il suffit qu'une personne la reconnaisse. Retour en région parisienne, à Lacy dans le Val d'Oise, au nord de la capitale. C'est une petite commune de moins de 200 habitants qui compte bien plus de champs et de boisés que de maisons. Typiquement le genre d'endroit que les chasseurs apprécient, ce qui ne plaît pas beaucoup aux promeneurs, et j'en fais partie. Le samedi 29 janvier 1994, un chasseur se prend les pieds dans quelque chose de blanchâtre qui dépasse légèrement du sol et est caché sous des feuilles mortes. Un crâne humain. Une fois sur place, la gendarmerie déterre d'autres ossements. Une mort naturelle ou accidentelle est vite écartée puisque la victime a eu les pieds et les poings liés par de la cordelette verte. Il s'agit donc d'un homicide. Il reste aussi un pull rouge ou une robe pull rouge, on ne sait pas trop, et une large ceinture noire avec une boucle métallique. Mais surtout, là encore, il y a des bijoux. Avant même l'examen des ossements par le médecin légiste, il semble donc que la victime soit une femme. Et quand je dis qu'il y a des bijoux, il y en a. Voici la liste communiquée par Interpol. Une montre Movado en métal doré. Une gourmette en métal doré gravée Thierry. 3 bagues en métal doré, l'une avec un saphir, la deuxième avec une pierre bleu ciel et une chaîne de doigts. Une chaîne de cou et son pendentif représentant le Christ en croix en métal doré. Une chaîne de cheville en métal doré. Une bague en métal argenté ornée d'une pierre bleue et de 7 petits brillants sur 8 emplacements prévus. Ce ne sont pas des bijoux de grande valeur, du moins monétaires, mais le prénom Thierry, gravé sur la gourmette, et la croix avec Jésus sont des éléments informatifs. Les enquêteurs pensent sûrement que l'affaire va être vite bouclée à ce rythme-là, d'autant plus que le médecin légiste leur fournit un paquet d'informations. La femme, d'environ 25 ans, était de type européen et mesurait autour d'un petit mètre 56. Sa clavicule droite présente une fracture ancienne. Elle aurait été tuée entre l'automne 1986 et l'été 1993. Le plus intéressant reste sa dentition. Elle aurait reçu des soins réguliers, sauf durant les dernières années de sa vie. Et surtout, elle n'a pas d'incisive supérieure. On appelle ça une anodontie, une absence génétique ou congénitale d'une ou plusieurs dents temporaires ou permanentes. Donc, vous l'avez compris, ça veut dire que non seulement son sourire était particulier, reconnaissable, mais en plus que c'est génétique, par transmission autosomique récessive pour les connaisseurs. Je vous passe les détails, mais en gros, les parents avaient peut-être une dentition normale, mais possédaient quand même la version du gène pouvant conduire à l'anodontie. Leur fille a eu 2 fois cette version du gène, donc un par chaque parent. C'est pour ça que ces incisives ne se sont pas développées. C'est donc un excellent marqueur génétique. On aurait sans doute plus de succès à exploiter cette piste aujourd'hui, mais l'affaire date d'il y a 31 ans. À l'époque, l'utilisation de l'ADN par les autorités en était à ses balbutiements. D'ailleurs, justement, comment s'est déroulée l'enquête? Eh bien, la section de recherche de Versailles est saisie le 1er février 1994 et les enquêteurs exploitent différentes pistes. D'abord, celle de la cavalière, en raison d'une excroissance du fémur caractéristique de ceux qui montent depuis leur plus jeune âge, de la présence des écuries de Chantilly à quelques kilomètres de là, et aussi en raison de son petit gabarit. Les gendarmes pensent à une jockey. Ils exploitent ensuite la piste des bijoux. Ils étudient les poinçons et vont voir tous les bijoutiers du coin, quitte à se déplacer jusqu'à Niort.
Il suppose que la montre, qui date des années 60, a dû être réparée à plusieurs reprises. Et en effet, ils arrivent à identifier un bijoutier de La Rochelle qui l'a déjà réparé et un autre sur Versailles, qu'ils trouveront d'ailleurs suffisamment louche pour enquêter sur lui, mais bon, finalement, ils ne trouveront aucun élément pour l'inculper de quoi que ce soit. On peut juste supposer que la victime a passé du temps en Vendée et en région parisienne. Les gendarmes ont aussi demandé à un spécialiste du GIGN quelle était la nature des nœuds. Marins, de déménageurs, d'alpinistes. Ils penchaient plus vers un alpiniste. Mais c'est tout. Pas d'informations sur l'origine des cordelettes vertes. Dommage. 4 ans après la découverte du squelette, la juge d'instruction déclare un non-lieu. Le groupe homicide de la section de recherche de Versailles a depuis tenté de rouvrir le dossier. Les enquêteurs voulaient exhumer les restes de cette femme enterrée sans tombe dans le cimetière de la Scie pour faire une analyse en parentèle, donc de la généalogie génétique, mais les magistrats ont refusé, les faits étant prescrits depuis 2008. On en a déjà parlé, notamment dans l'affaire des disparus de Pontcharrat. La prescription pour les meurtres avant 2017, c'était 10 ans et maintenant c'est 20. Le portrait reconstitué de la jeune femme est estimé fiable de 90 à 100% et en effet, sa dentition particulière attire l'œil. Qui était-elle? Qui était Thierry? Qui l'a tué? Les gendarmes qui ont travaillé sur l'affaire sont encore aujourd'hui hantés par ce crâne et ses membres entravés, découverts dans le bois d'Alix, par une froide journée de janvier 1994. Il nous reste 2 corps non identifiés. Si cet épisode vous déprime un peu, coupez, prenez une pause, allez prendre l'air, revenez plus tard. Après tout, il n'y a pas de lien entre les affaires. Sinon, restez avec moi en région parisienne. Nous revenons à une période récente, bien plus récente, puisque l'affaire date de 2016. Le 17 février 2016, une famille se promène sur le quai de l'Industrie à Athis-Mont, dans les Yvelines, quand elle tombe sur un corps qui flotte dans la Seine. Souvent, entre le choc de découvrir un cadavre et les changements rapides d'un corps qui séjourne dans l'eau, les gens ont du mal à identifier ce qu'ils voient. Dans un premier temps, le cerveau bloque l'information. Mais là, pas de doute possible. La personne est encore tout habillée et sa peau n'est quasiment pas abîmée. À tel point que le médecin légiste estimera la date du décès au jour même de la découverte, soit le 17 février 2016. J'ai déjà beaucoup parlé des noyades, de l'impact de la vitesse du courant et de la densité du corps sur la distance parcourue par un cadavre à la surface dans l'épisode sur la disparition de Trevor Dilly à Dublin. Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que c'est difficile d'établir l'endroit où le corps a été mis à l'eau. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'en février 2018, pile 2 ans plus tard, le corps d'un homme a été signalé flottant dans la Seine à Viry-Châtillon et le temps que les secours s'organisent, donc elle est quoi, 1 heure, 2 heures max, il a été repêché à Athis-Mont, soit 2 kilomètres plus loin. Donc ça peut aller vite. Et en amont de la Seine, à Athis-Mont, alors j'espère que je prononce ça correctement, il y a Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes et j'en passe. Donc on ne sait pas d'où elle vient, mais la bonne conservation de son corps due à sa mort récente permet d'avoir un paquet d'informations sur elle, un paquet. Elle avait environ 30 ans, donc serait née autour de 1986. Elle mesurait 1,65 m, la peau claire, les cheveux courts, châtain foncé. Elle était vêtue d'un pantalon noir, stretch, d'un pull noir, de bottines noires et d'un blouson noir. Rien qu'à ses habits et à sa coiffure, on peut deviner son côté rock. Mais ce n'est pas tout. Elle était couverte de tatouages. Sur le dos de la main, une fleur d'hibiscus rose avec la lettre M sur la tige. Une salamandre sur la cheville droite. Un papillon en arabesque sur la hanche droite. Des étoiles et un papillon sur la cheville gauche. Un autre papillon sur la hanche gauche. Et enfin, des lettres en majuscules en haut du dos. Peut-être Kaina. K-A-I-N-A. Bon, j'ai regardé et regardé ce tatouage parce qu'ils ont tous été photographiés et mis à disposition du public sur le site d'Interpol et j'ai du mal à lire les lettres.
le prénom Kaina porte un tréma sur le i normalement et là, il y a rien. Enfin, je sais pas. Elle portait aussi des boucles d'oreilles avec le symbole Peace and Love. Des hématomes antémortem sur ses jambes laissent penser qu'elle a été frappée, battue, avant d'être mise à l'eau. Et je cite Interpol, la cause présumée est la noyade. Pourquoi le médecin légiste n'en était pas sûr à 100%? Je ne sais pas. Il me semblait pourtant que c'était l'une des causes les plus faciles à établir. On retrouve de l'eau dans l'estomac, des liquides, de la vase, de la boue dans les voies aériennes, un bouchon muqueux au niveau de la bouche et du nez, des signes d'asphyxie. Mais en biologie, les classifications sont faites pour simplifier des phénomènes souvent très complexes, donc je suppose que ce n'était pas si évident que ça à l'examen de son corps. Bref, l'indice le plus intéressant est peut-être le suivant. On a retrouvé dans ses poches un billet de 100 bolivars, la monnaie du Venezuela. Contrairement aux autres affaires, je n'ai trouvé aucun article de journaliste à part 3 lignes rédigées 2 jours après la découverte du corps et donnant des informations erronées. Je suppose que les enquêteurs ont fouillé du côté des associations d'aide aux migrants, interrogé les bénévoles qui font des maraudes dans le coin, les salariés de l'île aux loisirs du port d'Estrise, qui est juste à côté, la capitainerie, les salons de tatouage, etc. J'imagine aussi que des listes de personnes disparues au Venezuela ont été consultées, les demandes de protection internationale aussi, et que les milieux de la prostitution ont été étudiés, du moins j'espère. Ce petit pays d'Amérique latine a l'un des taux de criminalité les plus élevés. Ils sont nombreux à quitter leur pays instable et 5% des demandeurs d'asile en Europe sont vénézuéliens. Même si la plupart vont en Espagne, ils tentent aussi leur chance en France. Était-elle de cela? Si oui, depuis quand était-elle arrivée? A-t-elle fait un tatouage en France? C'est fou qu'avec autant d'éléments sur cette pauvre femme, on ne lui ait pas redonné son nom. Quelqu'un, quelque part, attend forcément de ses nouvelles. Il est temps de parler de notre dernière victime et de remonter le temps par la même occasion. Nous sommes le 25 novembre 1982 en fin d'après-midi, près d'une zone de stationnement de la départementale 723 entre Nantes et Angers. En me penchant sur l'affaire, j'ai réalisé que je m'y étais déjà arrêtée plusieurs fois et mes parents aussi régulièrement. Aujourd'hui, derrière le parking tout en longueur, il y a un petit bois. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Il y avait une rangée d'arbres, puis derrière ces arbres, un champ en friche. Et ce jour-là, d'hiver 1982, 2 chasseurs qui traquent le lièvre avisent dans un bosquet un amas de tissus. En approchant, ils pensent reconnaître un mannequin, tout habillé, avec des chaussures rouges. Leur cerveau met quelques secondes à réaliser l'horreur qu'ils ont sous leurs yeux. Il s'agit en fait d'un corps quasiment réduit à l'état de squelette et recroquevillé en position fétale. Quand les gendarmes arrivent sur place, ils découvrent un sac plastique à quelques mètres de la victime qui contient de nombreux vêtements. Un jean, 3 pantalons, un t-shirt marron et un chemisier. La victime, elle, porte un jean bleu de marque Lois et de taille 38, maintenu par une ceinture en cuir de couleur sombre. Son chemisier blanc à fines rayures et à volant était resté à moitié accroché dans les branches et des escarpins rouges avec des petits talons ont été retrouvés à quelques mètres d'elle, de marque Bata et de pointure 38. Je n'ai pas trouvé d'infos sur la marque Lois, Loys, comme c'est écrit sur le site Interpol. La marque Bata, en revanche, est très connue puisqu'on estime qu'elle a vendu plus de 14 milliards de paires de chaussures. Et il y en a partout en Europe. Aujourd'hui encore, on en trouve et ce ne sont pas les premiers prix. Pas super cher non plus, mais quand même plus de 70 € pour des escarpins. Interpol a diffusé des photos de sa tenue, le chemisier rentré dans le pantalon. Et c'est vrai que la mode est cyclique puisque clairement, on s'habille comme ça aujourd'hui. Le médecin légiste peine à estimer sa date de décès. Il donne une fourchette entre juin et septembre 1982, donc elle serait morte en été, ce qui fit pas mal avec ses vêtements. La cause de la mort est inconnue. La piste d'un automobiliste qui la heurte et la cache ensuite a été envisagée, mais finalement rejetée, puisqu'elle ne présente pas de fracture. Par contre, vu la position fétale,
Est-ce qu'elle a été agressée puis laissée pour morte, agonisant dans ce buisson? Nous y reviendrons. Elle avait, tenez-vous bien, entre 16 et 23 ans. Donc elle était toute jeune et on n'est même pas sûr qu'elle était majeure. D'ailleurs, le médecin légiste penchait quand même plus pour 16 ans, vu que sa dentition était absolument parfaite et qu'elle n'avait jamais eu besoin de soins. Elle mesurait environ 1,65 m et avait les cheveux bruns coupés courts, 10 centimètres. Sa peau était claire et la couleur de ses yeux n'est pas connue. Elle n'a pas de tatouage, ni de tache de naissance, et pas de cicatrice non plus. Par contre, elle portait des bijoux, et des bijoux particuliers, vous allez voir. Elle avait un collier ras de cou en cuir noir orné de 5 perles sombres, 4 bracelets en métal doré assez classiques et une chaîne en métal doré avec un pendentif en forme de quille. Et je cite Interpol, semblable à ceux portés par les conscrits ayant terminé leur service militaire. À l'époque, l'accès des femmes aux armées en France était limité à des quotas, c'était très rare. Donc peut-être que vous vous dites, c'était le collier de son conjoint, d'un amant, d'un ami, d'un père, d'un frère. Oui, mais elle avait aussi accroché à la ceinture un porte-clés en métal à l'effigie de Napoléon. Mais attendez, le mystère n'est pas terminé. Dans ses poches, on a retrouvé une pièce de 10 pence, la monnaie du Royaume-Uni, un jeton de taxiphone, ces jetons qui ont servi jusqu'en 1955 à passer des appels à partir d'un téléphone public, une boîte d'allumettes, bon, et un porte-clés en métal, là encore, à l'effigie de Napoléon. Cette affaire est sans doute la plus mystérieuse de toutes. Que faisait cette jeune femme avec ces vieux objets sur elle? Et ce sac de vêtements à côté d'elle? Était-elle partie avec des souvenirs? Faisait-elle du stop? Ou est-ce qu'elle a été enlevée à Nantes avant qu'on se débarrasse de son corps en bord de route? Est-ce qu'elle se prostituait? Était-elle anglaise? Mais les Britanniques ne détestent-ils pas Napoléon? Était-elle hébergée provisoirement chez quelqu'un à proximité? L'appel à témoins ne donnera rien, l'enquête non plus. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un article publié dans la presse de l'Ouest quelques jours après la découverte du corps. Et je vais vous en lire un extrait. La jeune fille aurait-elle été victime d'une agression? Se serait-elle débattue? On se souvient qu'au début de l'hiver 1970, un viol suivi d'un meurtre avait été exécuté pratiquement au même endroit. Il est vrai que les lieux s'y prêtent. Ah bon? Les terrains à la végétation luxuriante sont très accessibles de la zone de stationnement de la route nationale et aucune habitation à une ronde de 400 mètres. S'agirait-il d'une autostoppeuse qui se serait fait abuser par un automobiliste sans scrupule? Le mystère demeure. Bon, abuser est un euphémisme, mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la mention d'une autre victime, 12 ans plus tôt, au même endroit. Le problème, c'est qu'en cherchant les actes de décès, j'en ai trouvé un seul, en 1970 sur la commune de Le Cellier. Et il s'agissait d'un jeune garçon de 15 ans, mort en septembre. Rien sur un meurtre, rien sur un viol, rien sur la départementale 723. Est-ce que c'est vraiment arrivé et personne n'en a rien à faire? Ou est-ce une erreur du journaliste? Ça me paraît bizarre. Si vous avez des accès que je n'ai pas, dites-nous dans les commentaires qui était cette victime parce que je vous avoue que ça m'obsède. 2 corps au même endroit, à 12 ans d'écart dans une grande ville, bon. Mais dans la campagne de Le Cellier, à quelques mètres du parking de la départementale qui relie Nantes et Angers, c'est quand même étrange. Alors souvenons-nous de ces 7 femmes. Faisons vivre leur mémoire. Il suffit d'une seule personne pour leur redonner leur identité. La jeune femme du terrain vague à Saint-Denis, la femme du tonneau à Thonon, la femme enceinte au collier de Grenat et son bébé retrouvé près de Dijon, la femme d'un certain âge à l'alliance Jean et Nelly près de Nice, la femme sans incisive au bracelet Thierry dans le Val d'Oise, la jeune femme tatouée noyée dans la Seine, et la jeune fille à la pièce de 10 pence, peut-être britannique, peut-être pas, jetée dans un buisson à Le Cellier. En France, chaque année, des milliers de personnes meurent et sont inhumées sans avoir été identifiées. Les États-Unis ont des bases de données permettant aux citoyens de chercher
de faire un potentiel rapprochement entre leurs disparus et des corps retrouvés aux 4 coins du pays. Chez nous, c'est essentiellement sur le site de l'Association pour la recherche de personnes disparues, l'ARPD, qu'on peut trouver des listes de personnes disparues. La campagne Identifiez-moi d'Interpol pourrait être une source d'inspiration, même si je sais qu'on n'a pas le même rapport aux autorités en France qu'aux États-Unis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode, honnêtement assez douloureux à réaliser et je suppose à écouter. Je vous laisse là-dessus, je mets en commentaire les liens de la campagne Interpol et si vous avez des informations sur les affaires, merci de les contacter, il y a un formulaire sur le site. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.